Bien, mesdames, messieurs, chers partenaires et sympathisants du PSEJ, bonjour et bienvenue dans ce premier opus des toutes nouvelles e-rencontres du PSEJ qui vous sont proposées. Je suis très heureux et même très honoré vraiment d'être avec vous ce matin pour ce rendez-vous important que nous allons traiter bien sûr avec beaucoup de sérieux et aussi toute la convivialité nécessaire pour passer en ce samedi une fin de matinée utile et agréable aussi. Vous allez le découvrir, l'équipe d'organisation s'est mise en quatre, on peut le dire, pour mobiliser de très belles personnalités qui vont rythmer avec moi notre réflexion. Elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux sujets posés avec, j'espère, enthousiasme, mais j'en doute pas une seconde, avec clarté aussi et précision. Je vous espère toutes et tous bien installés. N'hésitez pas à profiter de la fonction chat qui vous est disponible pour nous faire partager vos remarques, les questionnements tout au long de notre e-rencontre. Elle est bien sûr interactive. Cela me permet de saluer et de remercier aussi chaleureusement mes acolytes qui se cachent dans les coulisses et qui m'apportent une aide précieuse pour que tout fonctionne bien. Vous savez combien le bon fonctionnement de la technique est crucial quand on se parle à distance. Alors, je vais tout de suite accueillir celles à qui nous devons d'être rassemblés et connectés autour de cette première rencontre du PSEJ sur le thème de l'entrepreneuriat au Sénégal. Professeur Aminata Sall Diallo, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, Guy. J'indique à notre auditoire que vous êtes l'initiatrice et l'administrateur général du PSEJ, donc le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. En préambule, est-ce que vous pourriez nous redire en quelques mots ce qu'est le PSEJ que vous avez mis en place en 2016, si je suis bien informé, et ce, dans le cadre du PSE, le plan Sénégal émergent? Merci, Guy. Je vais juste dire que le PSEJ est une académie d'entrepreneuriat et d'innovation qui s'efforce de construire un écosystème éducatif entrepreneurial de type nouveau, mais sans rompre avec le système éducatif classique dominant. Alors, professeur, je crois qu'il faut aussi rappeler que le PSEJ, au-delà du soutien indéfectible du gouvernement, bénéficie aussi de nombreux soutiens de partenaires du secteur privé. Est-ce que vous pourriez nous citer ces partenaires? C'est évidemment une dimension essentielle pour la réussite de votre action. Effectivement, le PSEJ fonctionne comme un partenariat public-privé avec une participation de l'État qui assure le fonctionnement des partenaires techniques et des partenaires financiers qui apportent du capital et ou du savoir-faire, peu importe qui ils sont d'ailleurs. Le plus important est le travail en réseau que nous menons ensemble, réseau indispensable à tout écosystème entrepreneurial. Madame Diallo, ce matin, je l'ai dit, on vit ensemble et grâce à vous le tout premier épisode d'une série de 6 e-rencontres qui sont d'ores et déjà prévues dans un calendrier sur des thématiques très diversifiées et collées à l'esprit du PSEJ, mais également à la dynamique du monde socio-économique d'une manière un peu générale. C'est en quelque sorte votre saison 1. Alors pourquoi ce cycle? Quels sont ses objectifs? C'est pour débattre d'une question importante, qui est l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, avec comme objectif de le construire, de le dynamiser, afin que l'économie du Sénégal soit une économie entrepreneuriale. Alors, Madame Diallo, un petit mot peut-être plus personnel, si vous le permettez. Qu'est-ce que vous attendez du débat qui va suivre en tant que leader et professionnel, bien sûr, mais aussi en tant que citoyenne? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de parler d'entrepreneuriat aujourd'hui au Sénégal? Parce que l'entrepreneuriat est un instrument clé qui permet d'améliorer la compétitivité des nations, de favoriser la croissance économique, d'accroître les possibilités d'emploi et de réduire la pauvreté. En un mot, il s'agit d'un véritable enjeu de société. C'est pourquoi nous contribuons à mettre en place des politiques de stimulation, d'aide et d'accompagnement destinées aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Merci infiniment pour ces quelques mots introductifs, Madame l'administrateur général. Toutes ces précisions nous étaient très utiles.
Elles vont d'ailleurs contribuer à la bonne mise en relief de ce qui va suivre. Alors, je vous garde avec moi, car vous allez bien sûr faire partie du superbe plateau que nous avons réuni pour notre public qui maintenant est connecté. Mais avant de présenter nos experts qui vont débattre avec vous, je voudrais vous donner la parole pour rendre un hommage. En effet, nous savons à quel point la période que nous traversons depuis plusieurs mois est très difficile pour tout le monde. Le Sénégal, comme beaucoup d'autres nations, paye un lourd tribut à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Malheureusement, alors ce matin, nous aurions dû avoir à nos côtés votre partenaire et ami, M. Mansour Kama, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, le patron des patrons, comme disait la presse. Un homme reconnu pour son humanité et son sens du dialogue, un homme qui a beaucoup soutenu votre programme. Professeur, je vous laisse poursuivre. Je rajouterai un homme de conviction, travailleur acharné, un militant de l'entrepreneuriat, qui n'a eu de cesse de promouvoir le développement du secteur privé. Il était et restera une source d'inspiration pour tous les jeunes entrepreneurs, notamment les lauréats du PSEJ. Écoutez-le. L'équipe que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a fait voir les énormes possibilités qui étaient en train de se dessiner, j'allais dire de manière très discrète, mais avec des débuts de résultats qui sont très probants. Je crois que dès le départ, quand j'avais tenu à soutenir ce projet, c'est parce que j'avais pu déceler une voie nouvelle qui pouvait s'ajouter à toutes les expériences que nous avons essayé de mener au Sénégal, que ce soit de nature privée ou publique, ou issu du partenariat public-privé. Le patronat a tout intérêt à se rapprocher de ce projet. C'est pourquoi je préconise que le patronat signe des conventions de partenariat avec le PSEJ. Ces conventions vont permettre d'élaborer des démarches qui puissent se traduire soit en tutorat ou en mentorat, ou même en, j'allais dire, co-association avec des jeunes entrepreneurs qui peuvent compléter une chaîne de valeur dès lors que l'entreprise qui est bien installée peut aller explorer de nouveaux segments, soit dans sa production en matière de sous-traitance ou une partie commerciale qui pourrait être externalisée. Merci Madame Diallo en tout cas pour ce message et de nous avoir permis de réentendre Monsieur Mansour Kama. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dédier cette première e-rencontre du PSEJ à Monsieur Mansour Kama. Alors qu'il repose en paix. Allez, sans transition, c'est jamais facile, mais je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet pour honorer l'invitation qui vous a été faite à tous pour traiter un sujet. On ne peut plus d'actualité, on l'a dit, le Sénégal, terre d'entrepreneuriat avec un point d'interrogation. Alors, si nous posons cette question, c'est pour tenter d'apporter un certain nombre d'éclairages structurés, objectivés sur une thématique centrale pour tous les décideurs, et notamment politiques. Se poser la question des conditions de l'entrepreneuriat, de son écosystème, de sa dynamique, permet de mesurer en quoi l'économie d'un territoire, a fortiori d'un pays, est inscrite ou non dans le cercle vertueux de l'innovation, du développement endogène, de l'insertion professionnelle, gage de création de valeur et bien sûr d'emploi. On peut aussi partir du postulat que l'économie de demain, ce sont les entrepreneurs d'aujourd'hui. Le carburant de la vitalité d'une économie repose sur le dynamisme, la créativité, sans doute aussi sur la culture de l'entreprise, justement, la culture de la prise de risque, la culture entrepreneuriale. Alors, pour tendre vers cet objectif, et la littérature scientifique est évidemment très dense sur ce point, il convient de mettre en place les conditions les plus favorables au travers d'un écosystème qui soit lisible, performant, accessible, attractif, et bien sûr, j'en passe. Alors, quelle priorité, quelle politique ? Quels moyens au Sénégal aujourd'hui pour aller dans cette direction de façon volontariste et efficiente? À quoi ressemble cette mobilisation générale qui semble réellement en marche dans ce pays en matière d'entrepreneuriat? Quel manque? Quel succès? Voilà quelques points de questionnement que je vous livre pour ouvrir le débat que nous allons conduire ensemble avec nos 4 invités de marque que je vous présente tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, Monsieur Boubacar Samb, je commence par vous. Bonjour. Bonjour Guy. Merci
Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parcours d'entrepreneur est des plus riches. Je retiens ce matin que vous êtes avant tout le président de la commission emploi et aussi le directeur exécutif du conseil scientifique du METS, donc le mouvement des entreprises du Sénégal. Vous représentez donc ce que l'on appelle communément le patronat au Sénégal, en tout cas une partie du patronat. Vous nous direz dans un instant en quoi le patronat est particulièrement mobilisé au service de l'entrepreneuriat et en quoi cet engagement est un enjeu. Docteur Serigne Gueye Diop, bonjour. Bonjour Guy. Merci de prendre de votre précieux temps pour nous apporter votre vision stratégique et pragmatique sur la situation de l'entrepreneuriat au Sénégal. Vous êtes ministre conseiller du président de la République du Sénégal, chargé des politiques agricoles et agro-industrielles. Vous êtes aussi un élu local en tant que maire de Sandiara, localité qui est située à l'ouest du Sénégal, à une centaine de kilomètres de Dakar. C'est vraiment un honneur, évidemment, pour nous de pouvoir bénéficier de votre présence, de votre vision et de recueillir votre témoignage. Alors, sur des aspects très concrets aujourd'hui, liés à votre engagement au plus haut niveau de l'État, mais aussi sur le terrain. Monsieur Bagoré Batili, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour à tous et toutes. Nous sommes heureux de vous avoir aussi à nos côtés. Vous êtes le président directeur général de la très florissante entreprise agroalimentaire, la laiterie du Berger, quel joli nom, que vous avez créé il y a une quinzaine d'années, située à Dakar. Alors, votre expérience d'entrepreneur nous sera évidemment très, très précieuse et vous nous expliquerez par exemple ce que signifie pour vous de vous positionner en tant que social business. Et enfin, je vous l'avais indiqué, mesdames et messieurs, nous retrouvons le professeur Aminata Sall Diallo. Merci de participer à ce panel, chère madame. Votre engagement pour croiser les mots jeunesse et entrepreneuriat est reconnu partout au Sénégal et ailleurs aussi. Vous pouvez en être fiers et bien sûr, on va en parler. Merci à tous. Alors, pour commencer la conversation, j'aimerais déjà faire un premier tour de piste pour que notre public puisse bien saisir vos nombreuses et différentes expertises, les responsabilités que vous portez, et aussi pour que vous nous disiez en quelques mots comment vous définiriez la notion d'entrepreneuriat dans un pays comme le Sénégal. Merci Guy. Vous me permettrez de saluer donc l'initiative donc de Madame Diallo pour nous permettre en tout cas d'échanger avec le public, parce que c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, ce n'est pas un cours magistral, mais c'est des échanges d'expérience. Et donc, vous remercier à vous et remercier, donc, saluer mes co-panélistes, M. Batili, donc, que je suis, avec beaucoup d'attention, parce qu'aujourd'hui, nous sommes militants de l'entreprise et nous souhaiterions quand même qu'il y ait de grands champions au Sénégal, au bénéfice donc de notre économie nationale. Le ministre, donc, Serigne Gueye Diop, qu'on ne présente plus, et qui a donc de belles initiatives au niveau de Sandiara, et c'est des exemples au niveau de nos collectivités territoriales. Alors donc, pour revenir aujourd'hui au sujet, vous me permettrez également aujourd'hui de revenir sur le sujet concernant Mansour Kama, parce qu'on parle du patronat. Aujourd'hui, je le considère comme un guide du patronat, même si ce n'est pas la plus grande organisation, la CNES. Et à côté de lui, il faut citer Feu Babacar Touré, qui est aujourd'hui un compatriote et un ami aussi de Mansour Kama, qui nous a quittés dans les mêmes circonstances. Et une semaine auparavant, M. Kama lui avait adressé en tout cas un message. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, en tout cas l'entrepreneuriat, a beaucoup perdu avec ces hommes, mais nous comptons en tout cas perpétuer ce qu'ils ont mis en place. Maintenant, sur les sujets, on pourra y revenir, si le temps le permet, pour voir les sujets sur lesquels nous travaillons. Et je pourrais vous dire en tout cas... Juste un mot, vous avez évidemment une très bonne vision de la situation économique. Comment vous la voyez évoluer dans les prochains mois avec ce que nous vivons tous? Alors, d'abord, il faut se dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est des entreprises qui, en fait, qui sont dans la souffrance, de manière générale. Lorsqu'il s'agit de PME et PMI, je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui ne vont pas se relever. Ça, c'est une réalité. Alors, évidemment, si l'État ne met pas, en tout cas, les sous qu'il faudra, mais c'est un peu utopique de dire que l'État peut soutenir tout le monde. Et c'est là où l'initiative devra être de mise pour les entreprises pour savoir comment il faut. Parce que c'est la problématique de financement de nos entreprises. La question du financement s'est posée dans le PRRSS, le programme de résilience de l'économie du Sénégal. C'était la première phase où il fallait soutenir les entreprises. Et dans ce plan, ce qui a été posé, c'est beaucoup plus les obstacles et aujourd'hui les prérequis à pouvoir
bénéficier d'un financement. Aujourd'hui, nous allons vers le programme de relance de l'économie nationale, le PREN. Mais sur ce programme de relance, évidemment, il y aura toujours des gaps, ou en tout cas des décalages entre les entreprises, alors que la problématique de financement se posera. Donc, il suffira… Oui, allez-y. Oui, non, mais j'allais revenir sur la question initiale finalement, parce que votre discours me permet de revenir sur la notion d'entrepreneuriat, parce qu'on voit bien que l'une des solutions peut aussi être l'esprit d'entrepreneuriat qui doit se développer. Alors, pour vous, quelle est la définition que vous donnez à l'entrepreneuriat, à l'esprit d'entrepreneuriat au Sénégal aujourd'hui? Alors, moi, je définis l'entrepreneuriat comme aujourd'hui le fait de mener une activité économique, que ce soit à but lucratif ou non même lucratif. Parce qu'on peut aujourd'hui mener une activité qui ne mène pas vers aujourd'hui donc l'économie marchande en menant toujours une activité économique. Et ça vous permet aujourd'hui d'avoir une expérience, ça vous permet aujourd'hui de vous activer dans un domaine, le temps d'acquérir le capital qu'il faut et de pouvoir vous lancer. Maintenant, dans l'autre cas également, évidemment, dans l'activité économique, vous pouvez mener et progressivement, graduellement arriver. Merci. Merci pour ces premiers témoignages. On reviendra évidemment vers vous dans quelques instants. Docteur Serigne Gueye Diop. Je dirais merci à Madame le professeur. On a eu ici une agence justement nationale pour l'emploi des jeunes. N'est-ce pas? Le rôle de l'ANEJ, c'était de donner des opportunités à ces jeunes qui devraient donc se dire moi j'ai envie de prendre mes chances, je suis un chasseur d'opportunités. C'est comme ça que je définis l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneur est un chasseur d'opportunités. Et un chasseur d'opportunités, il faut l'encourager, il faut lui donner les armes pour qu'il puisse faire ses chasses et surtout attraper son gibier. Et l'autre volet qui est moins connu, qui commence à être connu maintenant, c'est la DER, la direction de l'emploi rapide. Pourquoi la DER? La DER est essentiellement orientée jeunes, mais de façon beaucoup plus moderne. La DER parle maintenant de start-up. Comment des jeunes très futés en informatique, sortis de nos meilleures écoles d'ingénieurs ici en Europe ou dans le monde, peuvent maintenant prendre des initiatives, créer leur entreprise, travailler soit dans le développement d'applications, soit dans le développement de logiciels, ou bien dans le hardware, développer de la robotique. Alors l'ADER est là pour soutenir ces jeunes-là, avec un système assez rapide, sans hypothèque, sans garantie, etc. Et l'ADER avait déjà un budget de 30 milliards l'année passée, et ce budget va être encore augmenté pour permettre d'appuyer les jeunes. Et enfin, vous ne le savez toujours pas peut-être, mais on a mis en place aussi un système de garantie. Parce que l'un des freins de l'entreprise, M. Samb l'a dit tout à l'heure, c'est le financement des fonds de roulement, c'est le financement des investissements, mais c'est les garanties. Alors, un jeune qui sort d'école, qui a des idées, qui a développé un brevet ou en tout cas des idées intéressantes, qui a envie de développer une filière lait, une filière agricole, une filière… Alors, son problème, c'est où trouver les capitaux. Donc, le fonds GIP, le fonds donc, des garanties, justement, va aider à apporter cette garantie à ces jeunes qui ne bénéficient pas forcément de garantie, puisqu'il n'en a pas, il n'a pas d'argent, il n'a pas de patrimoine, et ça va lui permettre de se développer. Et la dernière structure qui s'appelle le fonds 6, c'est le fonds des instruments stratégiques. Également, je pense que c'est important que les jeunes le connaissent. Alors, a un autre rôle. Lui, c'est carrément de prendre des participations. Ce fonds des instruments souverains, son rôle, c'est quand il trouve qu'il y a une entreprise qui est très intéressante sur le plan donc, de sa technologie, elle va plutôt apporter 10%, prendre 10% du capital, 20% du capital, l'accompagner pendant cette phase de développement et se retirer après pour vendre ses actions et permettre donc à ces entreprises. Donc, voilà un peu les instruments que le chef de l'État a mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Je vois qu'il y a un large panel en effet de dispositifs. Alors j'ai aussi évoqué tout à l'heure votre mandat, très remarqué d'ailleurs, de maire de Sandiara. Est-ce que vous-même vous considérez comme un élu entrepreneur? Alors d'abord, je suis entrepreneur. Voilà, tout le monde sait que je suis dans l'agro-business. Je suis également dans la transformation industrielle. Parce que j'ai fait 30 ans d'entreprise, hein, comme je vous ai dit, mon expérience essentiellement est dans l'entreprise. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pensé que le maire devrait créer les conditions du développement de l'entrepreneuriat. Vous voyez, au Sénégal, on a deux approches. La première approche, c'est d'attendre que les maires attendent que l'État leur apporte tout.
n'est-ce pas? Les budgets. Et Sandiara, on a choisi de ne pas faire ça. Nous avons plutôt mis notre stratégie autour de deux axes. Le premier, c'est l'économie. Nous souhaitons donner des opportunités économiques aux jeunes. Et j'ai créé donc la zone industrielle de Sandiara, qui peut accueillir 50 entreprises. Aujourd'hui, on en a 33, dont des entreprises de jeunes. Il est prévu justement une zone dédiée spécifiquement aux startups que la DER et la commune vont développer. Le PSE Jeune va pouvoir l'utiliser, où on va mettre sur 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 1000 mètres carrés, des jeunes qui ont des idées. Parce que je pense que la meilleure façon de développer les communes, c'est créer de la richesse, créer des opportunités, n'est-ce pas, pour que les jeunes puissent s'installer. L'autre initiative, et je dois dire juste les résultats aujourd'hui, c'est qu'il y a 42 milliards d'investissements. On est déjà à 500 emplois. Il y a, sur les 33 usines, il y en a 7 aujourd'hui qui sont en place. Et c'est essentiellement des jeunes et des femmes. L'autre initiative que j'ai prise, c'est ce qu'on appelle les agropoles. C'est quoi un agropole? Un agropole, c'est une structure, un espace sur lequel vous mettez des productions du secteur primaire, du lait, de la pisciculture et du maraîchage, et vous mettez en même temps les structures de transformation, de stockage et de transport logistique. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Alors on en a 12 aujourd'hui, purement privés, et là on vient de créer l'agropole intercommunal, qui va s'appeler d'ailleurs l'agropole de l'Ouest, qui est entre Malicounda et Sandiara. Donc, j'ai fait aussi j'ai mis 3 autres communes ensemble pour qu'elles puissent donc se développer, mettre ensemble des politiques vraiment de développement harmonisées et faire en sorte que dans les années qui viennent, on peut installer le maximum de jeunes, mais qui doivent être formés. Enfin, l'autre chose qui me paraissait intéressante, en dehors de cet aspect économique, c'est le capital humain, la formation des jeunes. Je pense que pour réussir ces choses, il faut former des lycées. Il faut faire des lycées techniques et professionnels. Il faut s'assurer que chaque jeune puisse avoir une formation d'agriculture. Parce que l'une des conditions de réussite de l'entrepreneuriat, c'est vraiment la formation professionnelle. Un jeune qui n'a pas de métier, il ne faut pas espérer qu'il réussisse dans l'entrepreneuriat. Il y a du talent à exercer, mais il y a quand même des connaissances à exercer. Il y a des connaissances d'abord sur le plan de la gestion, de la comptabilité des finances. Il y a des connaissances techniques qui sont nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le lycée technique et professionnel de Sandiara, qui est le plus grand lycée technique du Sénégal, parce qu'il peut abriter 5000 élèves au lycée de l'industrie, de l'agriculture, du bâtiment, mais aussi de la restauration. Voilà un peu l'écosystème que j'ai essayé de mettre à Sandiara, et ça commence à donner des fruits. Et même ma vision, c'est que dans les 10 ans qui viennent, donc on puisse créer au moins 10 000 emplois, que ces jeunes employés d'aujourd'hui, demain, ils puissent être des patrons d'entreprise, comme on l'a fait en Chine, pour pouvoir donc faire ce qu'on appelle le développement de notre pays. Merci pour ce long témoignage. Alors justement, un patron en a, c'est Bagoré Batili. Je me tourne vers vous. Racontez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur, de celui de votre entreprise aussi, son activité, ses produits, ses marchés. Le lait, c'est une chose, mais votre lait, c'est très différent, non? Oui, c'est ça, en effet. Au Sénégal, on consomme du lait comme dans tous les pays du monde, mais le malheur, quelque part, c'est qu'on n'a pas réussi à faire la connexion entre notre marché, qui a beaucoup grossi, parce que depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, notre pays est en forte croissance, il y a les villes très dynamiques, une classe moyenne qui émerge. Tout ça, ça fait des consommateurs de lait. Et malheureusement, donc, ces consommateurs de lait, ils sont approvisionnés essentiellement par l'importation, parce qu'on a bâti les modèles d'approvisionnement de nos marchés sur des modèles commerçants. Et on n'a pas assez mis d'efforts, je crois, sur la recherche de solutions qui incorporeraient le lait local. Alors moi, je suis vétérinaire. du coup, je crois que tout à l'heure, ce ministre parlait de son background industriel. Ben, moi, vétérinaire, je suis rentré au Sénégal pour exercer mon métier. Et la base, quand même, quand on est un praticien qui va vendre des services, finalement, le service vétérinaire, c'est un service, on va vendre des services aux éleveurs. Il faut que les éleveurs eux-mêmes aient des moyens. Il
pour s'offrir ses services, etc. Et moi-même, de manière très empirique, j'ai été confronté à la pauvreté des éleveurs, en fait, à la pauvreté du monde rural, à la complexité des problèmes auxquels ils devaient faire face, qui n'était pas juste un problème de production finalement, mais où est-ce qu'on va trouver l'eau, où est-ce qu'on va peut-être se former, hein. Tout ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, hein, tout ce qu'il a dit, comment on peut financer notre modernisation, etc. Bon, en face de tout ces problèmes, pour développer une entreprise. Ouais, voilà. Enfin, moi personnellement, après avoir fait tous ces constats-là, je me suis dit bon, le plus efficace, ce serait de faire à l'échelle micro, hein, de faire une entreprise qui fasse la chaîne de valeur, qui achète le lait local et puis qui le transforme en produit fini. Ce produit fini qui les amène sur le marché en ayant développé une distribution et une marque. Une marque qui peut se différencier parce qu'elle elle est faite avec du lait local. Hein. C'est comme ça qu'elle va percer dans un environnement très concurrentiel. C'était un peu la vision utopique. Après, il a fallu vous parliez d'aventure entrepreneuriale hein, aussi. Dans mon cas, comment on pourrait dire ça? C'est une affaire de discernement. Il y a les idées, la vision, et après, il faut la rendre persuasive, non seulement pour soi, parce que s'engager, ça demande d'être convaincu. Soi-même, s'engager, ça demande d'être convaincu. On peut avoir des idées le soir comme ça et le lendemain matin, retourner au travail ou retourner boire du thé. Bien sûr. Donc, la persuasion, c'est après avoir contraint ces idées à la réalité finalement de l'économie, des limites. On a toujours des limites. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui reconnaît ça, hein, mais qui fait avec. Ce n'est pas parce qu'il y a des limites qui s'arrêtent. Et quand on est convaincu soi-même, on peut plus facilement convaincre d'autres parce qu'il faut toujours d'autres pour entreprendre. Dans mon cas, c'était ma famille, mais très vite des banques, des industriels, des clients. Il y a toujours des gens à convaincre. Et là, encore une fois, la conviction est importante. Donc moi, mon parcours d'entrepreneuriat, ça a été ça. Ça a été d'apprendre toutes ces choses-là de manière empirique parce que finalement, moi, je suis vétérinaire. J'ai appris comme ça. Et je dirais que, pour rebondir avec ce qui a été dit, hein, le patronat, les agropoles, enfin la vision un peu de type incubation en tout cas, la mise en place d'un écosystème qui permet aux entrepreneurs de réussir. Parce que moi, sans cet accompagnement, j'aurais jamais réussi. J'aurais eu beaucoup d'énergie, peut-être le même potentiel, mais sans l'accompagnement de gens autour, donc du réseau, de gens bien attentionnés qui m'ont encouragé, qui m'ont permis de prendre du recul sur ce que je pensais être juste, me relever quand je me trompais. Sans tout ça, j'aurais jamais pu réussir. Voilà. Vous pouvez nous donner quelques éléments chiffrés qui montrent la bonne santé de votre entreprise pour qu'on se fasse une idée précise? J'aime bien cette question parce que la laiterie du Verger, elle se revendique comme un social business. Elle est un social business. C'est-à-dire, je vous ai dit, moi, j'ai monté cette entreprise en voulant finalement régler un problème sociétal. Hein, créer la filière laitière sénégalaise, ça pourrait être peut-être le mandat d'un élu, hein, d'un maire ou d'un ministre. Et comment un jeune peut dire, moi, je vais faire ça? En même temps, il veut faire du business, il veut faire fortune peut-être, il veut monter une industrie. Ça, c'est ses affaires. Mais il dit, oui, je veux faire mes affaires, mais en même temps, je veux régler un problème social. Et donc, quand on me demande, c'est quoi la laiterie? Il y a plusieurs tableaux. Alors, je vais dire deux chiffres peut-être. Hein, le chiffre d'affaires, disons, ça, c'est le business. L'année dernière, on a fait 6 milliards de chiffre d'affaires, un peu plus de 6 milliards. Et cette année, on est bien parti pour croître en dépit du Covid, dépasser 7 milliards de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on génère plus de 2000 emplois finalement dans notre filière. Il y a la laiterie du Berger avec ses 500 employés actuellement, mais il y a tous les éleveurs en amont. On a 600 fournisseurs, c'est des petites fermes, 600 petites fermes. Ça représente plus de 1200 emplois finalement. Derrière chaque petite ferme, il y a au moins 2 employés. Et puis, on distribue nos produits chez des commerçants, chez des détaillants, qui eux-mêmes, en vendant le lait frais dans des bonnes conditions, on les aide à installer des frigos, en mettant une chaîne de froid de qualité, d'autres aptitudes qu'ils peuvent avoir pour devenir des commerçants plus professionnels, pas simplement des commerçants par dépit, mais des petits commerçants de proximité qui vont réussir à tenir malgré les tendances. Oui, il y aura des grands supermarchés, il y aura Auchan, il y aura tout ça. C'est la marche des choses. Mais il ne faut pas que le petit commerce disparaisse. Et pour ça aussi, on revient à la formation, hein, à la vision qu'a évoquée encore une fois le ministre, et puis également à la vision du patronat qui dit mais il faut qu'il y ait des gens pour représenter les auto-entrepreneurs. Bon. Alors, quand on compte la valeur qu'on fait, la marge que font tous ces distributeurs,
ça aussi, ça génère finalement des emplois. Vous voyez, à chaque fois qu'on vend du produit chez un petit commerçant, un boutiquier, on appelle ça les boutiquiers au Sénégal, lui, il prend 20% de marge. Ben, quand on fait 6 milliards de chiffre d'affaires, ça fait 1,2 milliard de marge pour les boutiquiers. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Une partie de ça, c'est de la marge pure pour eux, c'est-à-dire c'est de la valeur ajoutée, donc c'est du financement du travail. Alors, j'avais envie de vous demander, mais vous l'avez déjà un peu dit, quelle est votre vision finalement de l'entrepreneuriat au Sénégal? Et je vais rebondir sur une question qui nous vient de notre public, Mamadou Dour, qui pose la question suivante. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut se lancer dans la filière lait? Viens, Richard Toll. Ou à Sandiara. Donc, il faut. Non, mais je ne peux que. D'abord, il faut l'encourager. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans nos cultures aussi. Et tout à l'heure, on a parlé de chasse. Hein. Les chasseurs, quand ils partent à la chasse, il faut les encourager. Parce que même s'il part seul, quand il va ramener son gibier, c'est tout le village qui va célébrer, n'est-ce pas? Ça, c'est des vieux adages. Hein. Je crois que c'est les pygmées qui chassent les éléphants dans la forêt. Dieu sait que c'est dangereux. Ils les chassent. Vous savez, tout nu avec des flèches. Ils tuent les éléphants avec des flèches. Pour ça, ils se couchent sur la route où passent les éléphants. Et il y a un proverbe chez eux qui dit, vous voyez comment c'est dangereux. Donc, ils disent… C'est ce qu'on appelle une image d'Épinal chez moi. Ça, c'est des entrepreneurs. On dit, ils partent seuls quand ils partent à la chasse. Mais c'est tout le village qui célèbre leur courage. Et donc, les entrepreneurs, ça doit être des chasseurs d'éléphants. C'est ce qu'a dit le ministre. Il faut qu'on encourage d'abord les chasseurs d'éléphants. Donc, lui, le jeune homme qui veut se lancer dans la filière, si c'est sérieux, moi, je t'encourage. C'est difficile, tout ça, tu le sais, mais je t'encourage à pousser ça, à pousser ta vision jusqu'à ce que tu en sois convaincu. Le jour où tu seras convaincu, tu seras inarrêtable. Et tu seras plus fort pour convaincre les autres de venir avec toi. Et si tu viens à Richard Toll ou à Sandiara, ben, tu bénéficieras d'un réseau. Voilà. Merci pour cet enthousiasme. Professeur Diallo, je l'ai dit tout à l'heure, vous portez depuis plusieurs années le PSEJ. Tout ce que vous entendez là doit vous ravir. Le PSEJ qui vise à donner un nouvel élan à l'entrepreneuriat des jeunes dans votre pays. Pourquoi, au fond, vous en êtes venu à construire, à développer ce programme avec le soutien de beaucoup de personnalités, dont M. Kama, dont nous avons parlé tout à l'heure, entre autres? Vous pouvez mettre allumer votre micro si vous voulez bien. Oui. Ça me permet de remercier tous mes panélistes qui sont très disciplinés, qui coupent leur micro quand les autres s'expriment. C'est superbe. Mais parfois, de temps en temps, il vaut mieux mettre le micro pour qu'on vous entende. Madame Diallo, on a vous entend. Voilà. Je vous entends, Guy. Alors, la question qui m'est posée, je pensais que je devais, au même titre que les autres panélistes, donner un peu la définition que j'avais de l'entrepreneuriat ici au Sénégal. Je veux vraiment répondre à cette question parce que ça va permettre d'expliquer pourquoi il faudrait mettre un écosystème national qui puisse réellement être favorable au développement économique. Donc, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, dire que représente l'entrepreneuriat au Sénégal pour moi. D'abord, pour moi, la définition de l'entrepreneuriat est une définition universelle. Elle est universelle parce que c'est vraiment une recette avec 3 ingrédients essentiels pour moi. D'abord, le capital. Il faut de l'argent pour amorcer les choses. Il faut des infrastructures. Le deuxième ingrédient qui me paraît important également, c'est le savoir-faire. Il faut des ingénieurs, il faut des designers, il faut des informaticiens, etc., pour pouvoir créer un écosystème favorable. Et troisième ingrédient, il faut de la rébellion. Parce que, par définition, un entrepreneur, pour moi, ce n'est pas le statu quo, c'est du mouvement, c'est de la dynamique. Et c'est ça que j'appelle un esprit rebelle, c'est un esprit de rébellion. Alors, voilà pour moi les 3 éléments, les 3 ingrédients qui doivent constituer l'écosystème. Et c'est à partir de là que peut-être plus tard, je vais définir
ou qualifier l'écosystème entrepreneurial au Sénégal pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on devrait compléter et vers quoi on devrait aller. Alors, pour répondre, je pense, à votre dernière question qui m'a peut-être échappé, si je peux… Non, c'était simplement comment vous en êtes venu finalement à créer ce programme, mais on comprend déjà un petit peu les ingrédients qui ont émergé dans votre esprit. Vous avez essayé déjà de construire quelque chose qui permette de les rassembler, ces ingrédients, en tout cas théoriquement, notamment en passant par la formation. Voilà, donc là, pour répondre plus précisément, je dirais que en réalité, c'était pour répondre à un besoin national de disposer d'un écosystème favorable au développement de la culture entrepreneuriale des jeunes et à la diffusion de cette culture au sein de l'ensemble de la société. Voilà un peu l'objectif qu'on s'était fixé en mettant en place le PSEJ. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez un peu comment vous voyez la situation de l'entrepreneuriat au Sénégal aujourd'hui, puisque vous parlez il faut mettre en place un écosystème national. Donc, moi, je pourrais en comprendre là qu'il n'existe pas encore forcément. Je parle de l'entrepreneuriat structuré officiel, évidemment, pas de l'économie informelle qui est très dynamique, et tout le monde le sait. C'est pour faire muter cette économie que l'entrepreneuriat est fondamental. Oui, ben, je pense qu'en réalité, ce qu'il faudrait dire, c'est que si on parle de ces trois ingrédients, le plus important, c'est l'interaction, le mélange entre ces différents ingrédients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a du capital seulement, on est dans une économie de rente. Quand on a du capital et du savoir-faire, on est dans une économie de renouvellement et d'optimisation. Quand on a du savoir-faire, mais seul, on est dans une économie de sous-traitance. C'est un peu le cas de l'Inde. On vend du temps d'ingénieur. On a beaucoup de gens bien formés, mais nous n'avons pas le capital pour pouvoir investir et créer des entreprises. On vend du temps de l'ingénieur à d'autres pays, un peu l'exemple de l'Inde. On peut avoir également dans un écosystème du savoir-faire et de la rébellion. Dans ce cas-là, on a une économie de projet sans lendemain. Et évidemment, on a encore comme combinaison possible de la rébellion seule. Donc, dans ce cas-là, on est dans une économie d'activisme et de création. Et lorsqu'il n'y a ni capital, ni savoir-faire pour créer et faire grandir les entreprises, la rébellion trouve d'autres débouchés. Vous m'avez compris, des mouvements protestataires, etc. Et quand il y a comme combinaison de la rébellion et du capital, on est dans une économie financière. Et le capital plus le savoir-faire plus la rébellion, c'est ça qu'on appelle l'économie entrepreneuriale. Si je devais situer notre pays parmi ces différentes combinaisons, je dirais que l'écosystème entrepreneurial au Sénégal est un écosystème de projets sans lendemain. Je m'explique. L'économie de projets sans lendemain, c'est du savoir-faire. Je pense que ça, on en a, même s'il y a encore des efforts à faire. De la rébellion, je pense qu'il y en a. Très bon esprit entrepreneurial chez les jeunes. Des fois, on voit de superbes projets. Malheureusement, on n'a pas le capital pour les développer. Le seul capital, c'est par exemple des fonds publics, etc. Et finalement, on se retrouve beaucoup avec des projets qui peuvent être mais, de très, très beaux projets, mais qui n'aboutissent pas parce que nous n'avons pas les moyens de les mettre en œuvre. Et Israël a connu, par exemple, cela, avec des projets qu'ils vendaient très, très rapidement, etc. Quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient changer les choses et qu'il leur manquait juste du capital, ils ont fait en sorte de capter du capital risque américain et de pouvoir réellement créer une économie entrepreneuriale. C'est ça, aujourd'hui, pour moi, le Sénégal. Un écosystème avec du savoir-faire, certes, avec peut-être des gens qui ont beaucoup d'initiatives,
Mais aujourd'hui, le problème du capital n'est pas réglé et il nous faut ensemble bâtir des stratégies, mettre en place des stratégies pour aller vers une économie entrepreneuriale. Merci Guy pour la question. Alors, je vous en prie, c'était très important d'avoir cette définition. Vous êtes une personnalité reconnue et très active au Sénégal, nous le savons, c'est un atout de choix pour vous faire entendre. Mais permettez-moi cette remarque tout à fait respectueuse, mais c'est un fait, vous êtes aussi une femme. Est-ce que c'est un atout de plus, selon vous, pour promouvoir un esprit entrepreneurial et la culture de l'entreprise de façon, je dirais, universelle, et notamment de façon ni communautaire ni genrée? Vous me comprenez? Je dirais que l'esprit entrepreneurial est une façon de penser et d'agir. De façon très schématique, je dirais que l'esprit entrepreneurial voit des opportunités dans des situations de changement, voire cherche le changement plutôt que d'attendre de s'y adapter. Cette façon de penser permet notamment de prendre des risques mesurés, de penser de façon créative, d'être innovant et dans l'apprentissage continu. C'est un état d'esprit. Donc, il n'y a ni genre, ni esprit communautaire. Je voudrais répondre clairement à la question. Le fait d'être une femme pour promouvoir l'esprit entrepreneurial n'est pas un atout pour moi. Merci pour cette précision très claire, chère madame. On va faire une transition. Tout ceci m'amène à vous interpeller très concrètement maintenant sur la manière dont vous agissez tous les quatre en faveur de l'entrepreneuriat, avec quels instruments, même si Monsieur le Ministre en a déjà évoqué quelques-uns, et ce, pour mettre en place et surtout faire fonctionner efficacement votre écosystème que nous évoquions tout à l'heure. Je voudrais que chacune et chacun de vous nous donne en quelques éléments, si possible avec des phrases un petit peu plus courtes, parce que je vois déjà le temps qui file, sa vision et surtout sa contribution en tant qu'institution, en tant que responsable et aussi en tant qu'individu au développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Monsieur Samb, je reviens vers vous pour démarrer ce tour, comme tout à l'heure. Comment le MEDS agit-il pour faire valoir l'entrepreneuriat et concourir à une meilleure dynamique de développement des micro, petites et moyennes entreprises, des MPME, comme on dit, segment qui est évidemment essentiel du tissu économique sénégalais? Votre micro n'est pas allumé. Ça y est. Excusez-moi, c'est parfait. Alors, donc, je voudrais dire que je reviens un peu sur la notion d'entrepreneuriat qui est fortement liée aujourd'hui à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'auto-entrepreneuriat de plus en plus. Et aujourd'hui, en parlant de l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est un contexte où aujourd'hui l'emploi salarié de plus en plus se rétrécit. Et c'est en cela, parce qu'on fait référence aux années 80, les années de crise. Et quand on vit aujourd'hui la crise du Covid, il y a une autre crise à gérer. Dans les années 80, le Sénégal avait lancé ce qu'on appelait l'opération Maîtrisard. Ce sont les étudiants qui sortaient de maîtrise et qui ne trouvaient pas un emploi. L'État avait mis des moyens, financé ces entrepreneurs, ces étudiants, pour entreprendre, et ça avait été plus ou moins un échec 2 ans, 3 ans plus tard, parce qu'il n'y avait pas tout ce dispositif qui était mis en place. Alors, donc aujourd'hui, sur la notion d'entrepreneuriat au niveau du MEDES particulièrement, vous allez vous poser peut-être la question de savoir pourquoi on est intéressé par l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une question qui se pose. Quel est l'enjeu? Alors, pour nous, aujourd'hui, d'abord, c'est un enjeu sociétal, un enjeu social. Pourquoi? Si vous avez aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont au chômage, qui n'entreprennent pas, c'est un risque social pour l'environnement donc des affaires chez nous. Donc, c'est une responsabilité sociétale qui nous amène à dire plus d'entrepreneurs ou d'autres entrepreneurs c'est mettre en place notre tissu. C'est aussi une consommation intérieure qui se développe, qui se bonifie. Parce que si vous avez aujourd'hui des entrepreneurs et de l'emploi, ça permet de... Et quand il y a une consommation intérieure qui se développe, c'est le revenu national et ça induit sur les entreprises. L'autre chose, c'est aujourd'hui des jeunes qui sont dans une chaîne de qualité, qui font peut-être des petits métiers et nous les prenons au sein de certaines entreprises. Parce que si vous prenez le secteur des BTP, vous voyez aujourd'hui dans la chaîne de qualité, tout ce que vous faites comme entreprise, mais au bout, vous avez des maçons, des plombiers et autres qui ne sont pas aujourd'hui professionnalisés. À partir de là, si vous avez des jeunes qui se professionnalisent par le biais aujourd'hui de ce qu'on appelle les 3 FPT,
dispositif mis en place par l'État du Sénégal pour la professionnalisation des petits métiers, ça vous permet d'avoir de toutes petites entreprises qui vont vous gérer de la sous-traitance. Et ça vous permet de gérer votre chaîne de qualité, donc de bout en bout. Ça, c'est un élément important pour nous. Et donc, sur tout ceci, donc, par rapport à cette création de richesse qui se fait au niveau du Sénégal et tous ces aspects que nous avons créé au sein du MEDES ce qu'on appelle le cercle des jeunes entrepreneurs. Ce cercle des jeunes entrepreneurs en mentorat ou autre en accompagnement est géré par les grandes entreprises qui les orientent, qui les informent sur la fiscalité en cours, les mesures prises par l'État, le dispositif également mis par l'État, les politiques nationales. Nous en discutons au sein du MEDES à travers les mercredis du MEDES parce que nous avons des mercredis tous les mois pour discuter des questions de l'heure, de l'activité économique et amener ces jeunes entrepreneurs à pouvoir aujourd'hui se développer progressivement. Donc, voilà un peu, disons, oui. Oui, vous avez évoqué la crise. Ce n'était pas pour vous interrompre, mais c'était pour compléter votre propos. Vous avez évoqué la crise tout à l'heure. Une crise, c'est aussi une ère nouvelle d'opportunités. Est-ce que vous avez observé une créativité entrepreneuriale un peu particulière au Sénégal pendant cette période, qui d'ailleurs n'est pas terminée? Oui, on l'a vécu parce que c'était la notion de survie. Nous avons vu beaucoup de startups se développer. Parce que les jeunes, souvent, c'est l'esprit de création. Il y a eu de la créativité dans tous les domaines. Dans le domaine de la boulangerie, nous avons vu, dans le domaine aujourd'hui du numérique et dans d'autres, beaucoup de domaines où les jeunes ont créé énormément de choses. Mais évidemment, en vivant cette crise, le dispositif ne s'est pas mis en place en même temps au niveau de l'État pour accompagner ces jeunes. Cela veut dire que c'est des perspectives qui s'ouvrent. Si vous regardez aujourd'hui dans le plan de relance de l'économie nationale, l'État du Sénégal s'est inspiré de tout ceci, de ces changements ou de ces besoins de changement de la part des jeunes et de dire, voilà, nous allons vous accompagner dans tel secteur, notamment le secteur agroalimentaire, le secteur aujourd'hui même sanitaire, hein, où il y a des jeunes qui pourront faire des choses pour nos hôpitaux au lieu de les importer. La commande publique qui va être boostée à travers certains secteurs qui vont se développer. Et il y a beaucoup de secteurs sur lesquels nous allons pouvoir travailler à partir de cette crise. Mais naturellement, il y a beaucoup de perspectives des entreprises qui, à travers cette crise, ont quand même fait preuve de créativité. Alors, pour ne pas faire simple, l'entrepreneuriat ne concerne pas que la création d'entreprises. Il existe d'ailleurs beaucoup plus d'entreprises, je pense, qu'on pourrait qualifier de « ça me suffit ». Beaucoup plus d'entreprises, en tout cas, que réellement des entreprises entreprenantes. Comment est-ce que vous agissez pour stimuler les entreprises et surtout leurs dirigeants dans leur capacité d'entreprendre pour se développer? D'ailleurs, je suis sûr que Bagoré Batili va être très attentif à votre réponse. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur souhaite souvent développer son activité. Le problème, c'est aujourd'hui le système qui est mis en place, c'est le dispositif. Vous voyez aujourd'hui, en parlant de l'informel, du secteur informel, qui n'est pas structuré, l'État a mis en place ce qu'on appelle la transition avec la contribution globale unique dans les déclarations pour que la transition puisse se faire entre le commerçant ou le secteur informel vers le secteur structuré. Ils n'ont jamais voulu faire ce bond parce que c'est de dire la fiscalité est lourde. C'est de dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas y aller parce que nous allons aujourd'hui mettre tout l'argent et nous ne pouvons pas compétir avec les grands. Donc, c'est un accompagnement et mettre en confiance les entrepreneurs pour que ces entrepreneurs puissent aujourd'hui faire ce bond-là. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le bureau de mise à niveau qui peut aider ces entreprises aujourd'hui à évoluer dans ce sens-là pour ne pas rester uniquement une entreprise qui est créée. Parce que je vous dis au passage qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créations d'entreprises au Sénégal, d'entreprises au Sénégal, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui, au bout d'un an, disparaissent. Oui. Qui ne vont même pas rester, mais qui disparaissent. Ça veut dire qu'il y a des choses à revoir dans le dispositif. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser 2 ans, le temps que les entrepreneurs puissent se faire, et peut-être mettre en place? Est-ce que même en évoquant la DER, hein, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, dont le ministre a évoqué tout à l'heure, je dis qu'aujourd'hui, nous, il y a un maillon manquant. Parce qu'on revit un peu, disons, ce qu'il y avait avant. Parce qu'on ne peut pas laisser les jeunes entreprendre uniquement et laisser à eux-mêmes. Il y a des possibilités. Vous avez des grandes entreprises. Vous avez dans un secteur, il faut qu'on puisse partager tout ceci. C'est d'aller vers une entreprise et de travailler peut-être en une sorte d'apprentissage à l'entrepreneuriat, que la DER puisse vous suivre pendant 2 ans, que vous puissiez être évalué par des entreprises avant de vous lancer et être financé. Et ça, ce sont des notions qui aideraient certaines entreprises à pouvoir aller progressivement, mais avec un système prudentiel qui leur permettrait d'y aller. L'autre question, c'est un peu la question du financement à hauteur de nos besoins.
Parce qu'au Sénégal, vous avez un système macro-prudentiel avec la Banque centrale et l'UEMOA qui ne permet pas aux entreprises, à un moment donné, de pouvoir financer leurs ressources longues notamment, pour aller vers des capitaux permanents, parce que ça, je parle des moyennes entreprises. Ça aussi, c'est un frein. Et là, on fera, je pense, une e-rencontre spécifique sur les questions de financement. Je regarde évidemment le professeur Diallo parce que c'est évidemment un sujet central, pas unique, mais central pour soutenir l'entrepreneuriat, quel que soit le pays d'ailleurs dans lequel ça se passe. J'ai d'ailleurs plusieurs questions qui s'adressent à vous tous sur ces questions de financement. C'est quoi la solution? Eh bien, rendez-vous à l'une de nos prochaines e-rencontres, indépendamment du fait qu'on peut aussi vous appeler les uns et les autres. Bagoré Batili, est-ce que vous êtes resté en entrepreneur, non pas au sens du créateur que vous avez été, mais celui du dirigeant qui entreprend? Au fond, est-ce que votre entreprise, vous considérez qu'elle est entreprenante? Oui, je crois que moi, personnellement, je pense que je suis un entrepreneur. Ça, c'est des personnalités, je pense. Hein, et en effet, il y en a dans toutes les communautés, tout ça. Ils s'expriment ou pas en fonction de la qualité de l'environnement qu'ils trouvent autour d'eux. À nous, au Sénégal, de trouver les entrepreneurs et de les utiliser à leur juste valeur. Bon. Donc, moi, je pense que personnellement, je suis entrepreneur, mais je pense que l'entreprise maintenant que je dirige, la laiterie du Berger, c'est une entreprise entrepreneuriale parce que son modèle en tension entre son économie et son impact, c'est un modèle qui crée une tension. Le lait local est plus cher que le lait importé. On importe nous-mêmes du lait. On mélange les deux laits. Bon. Ça pose des questions tous les jours. Tous les jours, ça demande des arbitrages, ça demande une forme de créativité pour bien valoriser le lait local. Ça demande d'aller discuter avec le gouvernement pour trouver un cadre macroéconomique qui soit plus propice au développement du lait local. Ça oblige à aller parler à des ONG pour développer l'élevage, alors que ça, c'est un investissement de très long terme qu'on ne peut pas faire. Donc, je pense qu'il y a des postures d'entreprise qui les obligent quelque part à être créatives. Je comprends votre réponse, mais pour l'instant, le discours est calqué sur votre propre personne. Vous êtes entrepreneur et on est absolument convaincu. Mais vous avez parlé de 500 salariés. Comment est-ce que vous inculquez aussi cet esprit entrepreneurial à vos collaborateurs et collaboratrices? Parce que vous ne pouvez évidemment pas faire tout seul et l'entreprise entreprenante, c'est un écosystème interne, certes, mais c'est aussi un écosystème entrepreneurial. Oui ou non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, peut-être que le fait que moi-même je sois vétérinaire, je n'étais pas un donneur de leçons en rentrant dans l'entreprise. Hein. J'ai beaucoup entendu non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, tu vas te tromper, prends un consultant, etc. etc. Bon. Donc, remettre en question le statu quo, hein, ce dont a parlé le professeur tout à l'heure, le côté un peu rebelle, troublion. Moi-même, j'ai pas du tout je cultive ça à la limite. Je dis ça à l'endroit de peut-être les jeunes gens qui regardent. Je cultive ça à l'extrême, le relax. Alors que je suis quelqu'un de très respectueux, tout ça. Mais il y a des formes différentes de réussite. Et donc, d'abord, être ouvert avec ça. J'ai envie de citer des exemples à la laiterie. Mon DGA, le directeur général adjoint, il a fait le Prytanée militaire, ça c'est très bien, une très bonne école, etc. etc. Mais c'est quelqu'un de timide. Hein, il était, j'ose le dire aujourd'hui parce qu'il est directeur général adjoint, il a 36 ans. Hein, il dirige une grande entreprise. Et, lui, il était timide, il était presque invisible. Et je trouve qu'il avait tout ce potentiel, mais c'est dans la laiterie qu'il a su se déployer complètement. Il a finalement fait un billet très, très, très prestigieux, financé en partie par la laiterie, etc. On n'a pas fini de profiter de son talent, qu'on a co-développé. Ça, c'est lui. Il y avait un laveur de voitures à la laiterie, un laveur de voitures qui est venu chez nous par accident, parce qu'il a suivi un vendeur qui venait d'une autre entreprise, un journalier. Donc, il était journalier. C'est le meilleur aujourd'hui chef de… Nous, on a une organisation commerciale dans laquelle il y a 5 têtes en fonction des pôles, parce qu'on a une organisation territoriale. C'est le chef du plus grand pôle. Il s'appelle Tala, Mortala Kanji. C'est un vrai héros. Il était un journalier. Il est devenu… Il a la tête aujourd'hui d'une force de vente de plus de 50 personnes et il gère plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est un redoutable commercial. Et il a fait des études de cinéma en cours du soir, financées par lui. Il a fait un court-métrage et il a été primé au FESPACO. Donc, donner de la place à des gens comme ça dans une entreprise, les écouter,
on est loin des canons, hein, des gens fils de, bien nés, vous savez. Au Sénégal, malheureusement, on a une bourgeoisie très étroite. Donc, on n'aura pas assez des fils d'eux dans les communautés libanaises, Baol-Baol, etc. Ça ne suffira pas pour développer le Sénégal. Il faut aller chercher en dehors de ça. Et pour ça, il faut accepter de s'ouvrir, d'être différent, de reconnaître des talents différents. Et ces gens-là, une fois qu'on les lâche, ils sont entrepreneurs. On a fait un travail sur nos valeurs dans la laiterie. Et ce qu'on a retenu, c'est, je le dis en wolof puis en français. Bon, je vais le dire en français d'abord pour nous, tous ceux qui, puisque c'est en français. Donc, l'engagement, l'exemplarité et la performance collective et individuelle. Gum Gum, Royukai, performer. On a écrit ça sur tous nos t-shirts. Toutes les personnes à la laiterie du Berger, quand elles vont au travail, elles ont écrit ça sur. On peut voir votre t-shirt, s'il vous plaît? Non, là, je suis en France, vous savez, en ce moment, donc je ne suis pas en uniforme. Mais ça, c'est très important. L'engagement, c'est ça qu'on regarde. On n'a pas. Bon, il y a beaucoup de gros diplômes à la laiterie, mais ce n'est pas ce qu'on a mis en premier. On a mis l'engagement. Ça veut dire aussi. L'exemplarité, le leadership. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu demandes aux autres? Ça veut dire aussi, et c'est une question qui nous est posée par un de nos auditeurs, c'est Sheikh Sen, est-ce qu'on doit forcément être original pour réussir dans l'entrepreneuriat? J'ai envie de dire non, à vous écouter. Quand on regarde autour de la table, ici, il y a des grands modèles de réussite. C'est des postures très différentes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'on croie qu'il y a une seule forme de réussite. Mais notre président au Sénégal, notre président, il a une voix unique. Il n'y a jamais eu de président qui a eu cette voix auparavant. Il le dit lui-même. Il dit que c'est quelqu'un qui a fait l'école publique. Il dit qu'il a été très, très marqué par le tour qu'il a fait au Sénégal pendant la campagne électorale. Moi, je connais très bien l'historique du maire de Sandiara. Pour moi, ça, mais c'est des parcours uniques. C'est des parcours uniques. Des gens qui étaient en Suisse et qui ont décidé qu'il y avait un lien entre la Suisse et Sandiara, qui ont utilisé tout leur écosystème, toute la sympathie qu'il y avait autour de tout cet intérêt-là. Ils ont réussi à en faire un lien qui va vers Sandiara pour former des élèves pendant des années, des décennies. Ça, c'est unique. La trajectoire entrepreneuriale est toujours unique. Donc, il faut savoir reconnaître, encore une fois, le jeune chasseur et l'encourager. On en revient à cette image de chasseur. Et du coup, je vais repasser la parole au docteur Diop qui nous écoute et qui sourit. Vous pouvez bien sûr réagir à tout ce qui vient d'être exposé, Monsieur le Ministre. C'est évidemment très intéressant, mais je voudrais peut-être faire un tout petit tour par cette période tout à fait exceptionnelle que nous vivons. Elle n'est pas très positive malheureusement, cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle est favorable finalement ou au contraire un vrai frein pour l'entrepreneuriat? Comment vous le ressentez, vous? Alors moi, je viens de l'entreprise. J'étais directeur d'usine, directeur de recherche, etc. Mais en réalité, les crises, c'est toujours une occasion exceptionnelle de rebondir. En 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, j'étais encore aux États-Unis. Et le gouvernement américain a décidé de mettre 700-800 milliards de dollars prêtés, donnés, subventionnés chez Ford, General Motors, la Merrill Lynch Bank. Et ça a permis, même moins d'un an après, de rebondir et d'aller vers des taux de croissance exceptionnels sous Obama. Et c'est exactement ce qu'il faut faire au Sénégal. C'est des situations difficiles, mais qui peuvent permettre à des jeunes, à des femmes de se remobiliser. Et nous, je l'écrivais souvent dans une note que j'ai publiée la semaine passée, en disant en réalité le Sénégal, dans le cadre de notre plan de développement 2020-2025, en fait, cette crise, c'était à la fois un problème et une opportunité, parce que nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons des instruments pour la jeunesse. J'ai oublié de parler de notre instrument qui est très important, c'est d'abord l'APIX, qui permet de créer des entreprises assez vite. J'ai aussi oublié de parler de la BNDE qui finance, même si ce n'est pas encore optimal. J'ai oublié aussi de parler du 3FPT, qui est un fonds qui peut permettre à des jeunes de faire ça. Mais je pense que le plus important, c'est ce qu'on peut faire à notre niveau, en tant qu'élu, en tant qu'entrepreneur. Moi, ce que j'ai essayé de faire à Sandiara, c'est d'abord de créer des entreprises. Moi-même, j'ai créé 3 entreprises. J'embauche à peu près une cinquantaine de personnes dans l'agriculture, dans l'industrie et dans la distribution.
J'y crois tellement que ma fille, qui était patronne de la qualité chez Nestlé, a même démissionné pour dire, écoute, moi, je ne travaille plus, je fais de l'entrepreneuriat. Parce que je pense que le monde de demain, c'est l'entreprise. Et ça, j'ai vu ça en Inde, j'ai vu ça en Chine, j'ai vu ça en Asie d'une manière générale. Des jeunes comme Bagoré qui, au départ, ont quand même un bagage technique, mais surtout, c'est la passion, ce qu'on appelle le inner self, le inner strength en anglais. C'est cette force intérieure qui permet à quelqu'un de sauter des obstacles ou de ne pas les franchir. Et je pense que ça, c'est essentiel dans l'entrepreneuriat. Le fait de ne jamais abandonner, le fait de se remettre en question, c'est très, très important. Alors, si je devais dire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'abord créer au niveau de Sandiara une base de données, un bureau de l'emploi et des projets à la mairie de Sandiara. Vous avez un CV de mécanicien, de soudeur, alors vous venez à la mairie, vous déposez votre CV. Toutes les entreprises de la zone économique spéciale, comme je disais, il y en a 30. Je voulais d'ailleurs signer une convention avec PSE Jeunes pour aussi leur permettre de venir dans ce groupe de start-up. Alors, vont venir au niveau de la mairie faire leurs offres d'emploi que nous allons donc croiser avec justement la demande d'emploi. Donc ça aussi, c'est des choses que nous pouvons faire. C'est ça qui manque. Hein? Comment augmenter les opportunités. Et c'est l'une des causes de la pauvreté, du sous-développement. Et ça, c'est les Chinois qui l'ont démontré. C'est le manque d'opportunités. Opportunités économiques, opportunités commerciales, opportunités également au niveau technique, du know-how, du savoir-faire, du savoir-être, ainsi de suite. C'est ça que j'essaie de créer, moi, au niveau de Sandiara. Et c'est peut-être une réponse que vous apportez sans le savoir à Basile Guisset, qui est un auditeur et qui nous pose la question suivante. Malgré tout ce que nous venons d'entendre comme programme ou projet de l'État, qu'est-ce qui explique que l'entrepreneuriat reste stagnant, que les jeunes sont toujours au chômage? Donc, vous le dites quelque part, vous tentez par tous les moyens de créer de nouvelles opportunités. Je crois que c'est le mot-clé qu'on peut peut-être retenir. C'est ça. Exactement. Je voulais juste ajouter un point qui me paraît très important dans l'entrepreneuriat. Pour ce que j'ai vu, en tout cas dans le monde et au Sénégal, c'est que dans ces questions d'entreprise, on oublie souvent un aspect très important, c'est on-the-job training. Le fait d'être encadré. Quand j'étais chez Nestlé, quand je recrutais un jeune ingénieur ou docteur, c'était la même chose. Il fallait d'abord qu'il commence par la base. Il fallait qu'il aille faire des stages. Il fallait qu'il aille faire le tour, en tout cas, dans des endroits, comme le disait M. Sam. Le fameux stage ouvrier, mais c'est plus qu'un stage ouvrier, c'est vraiment mettre la main à la pâte, être encadré par des experts, ainsi de suite. L'autre aspect et ça, c'est la cause d'échec. Hein. L'une des principales causes d'échec, c'est le fait qu'on n'a pas la pratique du métier. On veut se lancer sans apprendre justement par la pratique. Et ce qui manque aussi, ce n'est pas seulement le financement, c'est aussi ce savoir-faire commercial. On oublie que l'entreprise, c'est input-output. Vous mettez des ressources, du capital, des matières premières que vous transformez, que vous emballez, mais il faut les distribuer. Bagoré l'a dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas un système commercial de marketing, une marque, des promotions à faire, des positionnements de prix, mais quelle que soit la qualité de votre produit, les jeunes pensent que souvent un produit se vend tout seul. Non, non. Moi, l'une des choses que j'ai apprises quand je faisais mon MBA à Londres, c'est que vous avez beau avoir une BMW, une Rolls-Royce, si vous ne montrez pas pourquoi votre lait est meilleur, pourquoi Dolima est meilleur qu'une autre marque, personne ne va l'acheter. Donc, je pense que quand les jeunes vont se lancer dans il faut, en plus de leur background technique, n'est-ce pas, de leur background supply chain, ingénieur, il faut qu'ils aient aussi un background qui est très important, c'est le background commercial. Comment vendre, comment se positionner dans un marché, comment également faire la publicité, la promotion, et aussi savoir lire quand même des bilans, comprendre la comptabilité, quel que soit le métier où on va. Et j'ai remarqué que beaucoup d'échecs, en tout cas, ou de réussites, en fait, tiennent en fait, à ces quelques détails. Et je pense que Sandiara, en tout cas, je voulais être, moi, en tout cas, un centre d'incubation pour la jeunesse sénégalaise. Hein. C'est pour ça que j'ai créé cette zone, qui est la plus grande du Sénégal. On n'en parle pas. Hein. C'est beaucoup plus grand que Diamniadio. C'est presque 100 hectares. Voilà, c'est que je voulais vraiment ajouter. Ça m'amène à une question. C'est très important que je vous la pose à vous.
Elle est peut-être naïve, mais tant pis. Quelle différence entre l'entrepreneuriat des villes et celui des terres plus reculées? Les conditions d'accès aux politiques publiques, est-ce qu'elles sont vraiment identiques au Sénégal? Je crois que c'est un sujet universel, on pourrait la poser dans beaucoup d'autres pays, mais je crois que vous êtes bien placé pour pouvoir répondre à cette question. Oui, il faut dire que ça se démocratise. Par exemple, dans une zone comme Sandiara ou Mbour, en tout cas qui est à 100 km de Dakar, j'ai tous les systèmes de financement. Nous avons des banques de type microfinance qui peuvent financer un jeune à hauteur de 200 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, n'est-ce pas, selon le projet. On a un peu plus au niveau de Mbour des banques agricoles, des banques générales, etc., qui peuvent aussi, avec les projets tels que financer aussi des jeunes à hauteur de... voilà, donc l'accès au financement est là. Par contre, la difficulté, comme le disait M. Sam tout à l'heure, c'est les garanties. Comment vous pouvez demander des garanties à un jeune qui n'a pas de patrimoine, n'est-ce pas? Donc c'est là où, à mon humble avis, l'État doit aller beaucoup plus loin. Le manque de garantie est un frein à cet investissement-là, mais c'est en même temps une solution qu'on pourrait mettre en avant et dire aux jeunes que chaque fois que vous créez une entreprise, l'État va vous faire un backup pour vous garantir ce prêt. Vous laissez vous chuter, se relever, parce que c'est ça l'entreprise aussi, vous n'allez pas réussir d'un seul coup. Je n'ai jamais vu personnellement dans ma vie une entreprise qui a réussi d'un seul coup. Il y a toujours des hauts et des bas, et c'est justement ça le modèle d'apprentissage, y compris nos grands groupes. Même dans les grands groupes, vous avez des années où vous perdez mais des dizaines de milliards et d'autres années où voilà, vous vous redressez, etc. Donc, c'est un point qui est très important. Mais ce que je voulais juste dire aux jeunes et aux professeurs, c'est que Sandiara va ouvrir en tout cas cette zone start-up, cette zone entrepreneuriale au niveau de la zone industrielle. Elle va l'ouvrir au niveau de l'agropole intercommunal, qui va être aussi une zone où on va accueillir 2000 vaches laitières. Bagoré, il faut savoir que Sandiara s'est ouvert maintenant à ça aussi, c'est de l'élevage de très haut niveau qu'on veut mettre en avant. Il y a d'autres jeunes, un lycée aussi agricole, parce que je pense que sans ces lycées agricoles, vous ne pourrez rien faire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément des bacs plus 5 ou bacs plus 10. C'est des baols souvent qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui ont juste alors des idées, qui ont juste un savoir-faire, qui ont quelque chose à démontrer et qui le réussissent. Alors, Madame le professeur, je pense que tous ces propos vous réjouissent. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi votre PSEJ, votre programme, rencontre autant de succès. Ce succès est incontestable. Beaucoup de jeunes postulent à votre programme, qui d'ailleurs est très sélectif. Je définirais en fait le PSEJ comme un écosystème éducatif explorateur dissident. Son programme pédagogique est un programme de rupture qui parle aux jeunes et qui leur donne espoir. C'est pourquoi ils adhèrent facilement à un tel programme. Donc, nous devons nous porter un regard différent sur notre jeunesse pour l'accompagner dans un parcours d'autonomie et lui redonner les raisons d'espérer. Ils nous suivront alors facilement. Et je pense que rien que cet écosystème qui est dissident et qui est explorateur, on sait que les jeunes aiment bien se lancer dans des aventures. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils adhèrent à ce programme. Mais la clé finalement, et vous l'avez tous presque dit d'une certaine manière, et notamment Bagoré Batili, c'est finalement le comportement entrepreneurial, non? Et le PSEJ est particulièrement adapté pour faciliter la montée en compétence sur cette dimension du comportement entrepreneurial. C'est vrai. Bon, pas de recette particulière. Ce que nous essayons de faire, c'est de convaincre, Bagoré l'a dit, d'enthousiasmer, d'inciter la jeunesse à créer des entreprises quand même, et en même temps de leur inculquer de nouvelles normes de comportement, de l'initiative, le goût du risque, le goût de l'autonomie et le goût de l'enrichissement également. Voilà un peu
comment nous faisons pour pouvoir garder les jeunes avec nous et leur inculquer ce comportement. Et l'une des clés, parce que quand on entend Boubacar Samb qui nous dit qu'au bout d'un an, beaucoup d'entreprises disparaissent, l'une des clés, finalement, c'est l'accompagnement. Tout à fait. Que vous offrez. Je pense que sans accompagnement, effectivement, on aura du mal à lutter contre la létalité des entreprises et qu'aujourd'hui, l'accompagnement a un impact très positif. Dans les résultats du PSEJ, nous le voyons très nettement. Nous n'avons pas, en tout cas parmi les entreprises créées, et là on est à plus de 300 entreprises, 377 entreprises exactement créées, nous n'avons pas encore noté de létalité sur ces 2 dernières années. Alors, merci à tous les 4 pour vos idées très précises, parfois un peu longues dans votre expression. Je vois l'ennemi juré qui est là, l'horloge qui avance, qui avance. Alors peut-être ça avance moins vite du côté de Dakar, mais en tout cas ici, du côté de Strasbourg, puisque je suis à Strasbourg, ça avance très vite. Alors, on va faire très court, s'il vous plaît, parce que j'ai encore envie de vous entendre sur un point au moins. C'est finalement quel écosystème vous souhaitez et auquel vous souhaitez contribuer d'ailleurs demain au Sénégal. Demain, c'est maintenant tout de suite pour la jeunesse qui nous écoute notamment. Comment vous imaginez l'efficience à terme de tous les dispositifs, les accompagnements, toutes les innovations qui sont actuellement mises en œuvre pour aider et structurer l'économie, la dynamiser par le biais de l'entrepreneuriat et peut-être aussi nous dire rapidement quels sont les manques cruciaux auxquels il faut maintenant répondre à la jeunesse. Beaucoup de questions, je sais. Boubacar Samb, je suis sûr que vous êtes un monsieur qui sait faire très court et efficace. Alors, moi, il y a 2 mots sur lesquels j'insiste pour l'entrepreneuriat. C'est la notion de viabilité et également la pérennité. Sur la viabilité, c'est la viabilité des projets qu'on a souvent lorsqu'on entreprend. Et ça, c'est l'accompagnement de l'État par rapport au dispositif. Et maintenant, sur ce qui est de la pérennité, c'est la structuration de son entreprise pour dire, je veux aller loin, il faut que je ménage cela. Alors maintenant, il y a quelques notions sur lesquelles nous amenons les entrepreneurs d'aujourd'hui à donc pouvoir travailler. C'est la notion de solidarité. Quand on n'a pas aujourd'hui, de mon point de vue, un esprit entrepreneurial sur l'aspect social et solidaire, il y a des limites. L'autre chose, aujourd'hui, il faut savoir se mettre en groupement quand il le faut. Nous avons beaucoup d'entreprises qui se complètent, mais qui ne se mettent pas en groupement par le simple fait aujourd'hui qu'on se voit antagonistes alors qu'on partage une certaine même économie. Et quand on est en groupement, ça permet de mutualiser des charges, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de moyens, de patrimoine et d'évoluer dans le temps. C'est des notions hyper importantes pour lesquelles les entreprises devraient travailler. Alors, on doit positiver donc l'esprit et également il y a la diplomatie économique. Ça, peut-être c'est à l'État de le faire. Quand je vois aujourd'hui que le MEDEF a peut-être organisé une rencontre, il y a une certaine réciprocité qu'il faudrait peut-être de plus en plus cultiver de la part de nos entreprises. Nous allons en France, c'est bien de développer les IDE, les investissements directs étrangers, mais c'est bien aussi que nous, on puisse également intégrer, donc pénétrer ce marché français, ne serait-ce qu'à 10% de nos moyens et autres. Ça, c'est des éléments qui nous permettront, et même au niveau de la ZLECAF, au niveau de notre zone UOMOA, il faut ouvrir les marchés, permettre à ces jeunes de sortir également du Sénégal. On n'est pas limité, on a un monde ouvert. Aujourd'hui, tout le monde vient au Sénégal, c'est un environnement favorable, mais il est temps aussi qu'on sorte de nos terres et qu'on aille vers l'extérieur. Voilà des notions sur lesquelles on pourrait travailler. Merci pour ces éléments très précis. Et vous, Dr Diop, qu'en dites-vous? Vous êtes évidemment bien placé pour nous éclairer sur ce qui doit encore être réalisé, ce qui va évoluer pour des politiques toujours plus efficaces. Et aussi, j'aimerais vous demander comment faire pour empêcher la fuite des pépites, des startups, des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui quittent le pays ou qui auraient envie de quitter le pays pour aller voguer ailleurs. C'est très pertinent. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on développe l'écosystème. L'écosystème, c'est d'abord la sécurisation, en tout cas dans le cadre du secteur primaire, du terrain. C'est-à-dire le site sur lequel les jeunes pourraient en tout cas se lancer dans des activités de ce type secteur primaire, agriculture, élevage, pêche, ainsi de suite.
ou bien dans le cadre d'une activité industrielle ou financière ou comptable, le site industriel. Et c'est ça qu'il faut offrir. C'est pour ça les recommandations que j'ai fait encore au niveau du chef de l'État, de la politique nationale, c'est qu'il faut continuer à créer des zones industrielles sur l'ensemble des communes du Sénégal. C'est-à-dire un endroit où un jeune de Kaffrine, ou de Ziguinchor ou de Kolda peut venir et prendre donc un site, un terrain pour mener ses activités. Alors, l'autre chose qui me paraît très importante, c'est la notion donc de coaching, de mentoring. Vous voyez, on ne peut jamais réussir seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au niveau des multinationales. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours encadré, on m'a toujours mis à l'épreuve, donné des chances, poussé vers des défis, des challenges très, très importants. Et chaque fois, quand vous êtes dans le doute, alors vous devez repartir vers quelqu'un de beaucoup plus expérimenté qui vous redonne encore, j'allais dire, du carburant, parce que vous êtes encore un chasseur. Et vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des problèmes dans l'entreprise. Et c'est pour cette raison que l'État, les entreprises, justement, c'est la seule chose qu'on peut reprocher au patronat souvent, c'est le fait que, justement, ils n'ont pas beaucoup d'espace, justement, pour les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important. Et l'État doit peut-être mettre en place un fonds pour encourager les entreprises à prendre des jeunes. Par exemple, dans le cadre de Sandiara, il y a un projet qu'on appelle P2E, le projet École-Entreprise, où l'État va payer donc 40 000 francs à la première année aux entreprises qui prennent des jeunes, 30 000 francs la deuxième année, 20 000 francs la troisième année, pour justement que les entreprises puissent prendre des jeunes pour les garder chez eux, les former, face à un stage, etc. Alors ça, c'est important pour soulager aussi ces jeunes PME qui ont envie de faire cela. Et enfin, il y a aussi l'ADPME. Je pense qu'il faut des agents spécialisés, PME et entrepreneuriat jeune. Ces agents-là, leur rôle, comme le bureau de mise à niveau, c'est non seulement d'apporter une assistance financière, mais une assistance technique, une assistance juridique, une assistance commerciale, permettre à des jeunes de pouvoir aller faire une tournée, par exemple là, des PME, à un programme où si vous avez une prospection à faire en France ou en Italie, vous pouvez bénéficier d'un financement, même avoir un expert qui va vous conseiller sur ces choses-là. Et justement, c'est de notre responsabilité, nous, en tant que ministre, en tant que maire, en tant que gouvernement, de créer ces opportunités. Le rôle de l'État, c'est de créer des opportunités. Le rôle des maires, c'est d'impulser le développement local, de mettre à la disposition de ceux qui risquent leur argent, de ceux qui s'aventurent dans l'entreprise, justement, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent donc s'exprimer. Et ça, je pense que notre gouvernement y croit beaucoup. Et vous allez voir dans les années qui viennent, avec le fonds du pétrole, le fonds du gaz, nous avons décidé de mettre beaucoup d'argent pour l'entrepreneuriat, parce que pour créer 1 million d'emplois, on compte essentiellement sur l'entrepreneuriat des jeunes. On va suivre ça de très près, Monsieur le Ministre. Vous pouvez en être certain. Bagoré Bathily, quelles sont, d'après vous, les failles qui existent encore dans le système? Qu'est-ce qui manque encore cruellement pour que l'entrepreneuriat au Sénégal soit peut-être plus abordable, pour que l'esprit entrepreneurial soit mieux diffusé, mieux partagé auprès du plus grand nombre? En quelques mots. Bon, d'abord, peut-être que j'ai envie de dire que le verre est toujours à moitié vide, à moitié plein. Moi, dans l'entrepreneuriat, il y a de l'optimisme. Donc, oui, c'est sans doute pas l'idéal, la Silicon Valley ou Singapour. Enfin, mais franchement, il y a de quoi faire au Sénégal. Selon, il y en a pour toutes les bourses d'ailleurs. Et donc, d'abord, je voudrais dire ça. Ensuite, on est en amélioration continue. Et donc, c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on voit pas les défauts. Je pense qu'en ce qui me concerne, très humblement, je pense qu'il y a tout un pan, c'est-à-dire une énorme opportunité à développer mieux, à développer l'écoute publique-privée. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement quand même où les ressources sont limitées. C'est toujours le cas, mais au Sénégal, on a dit qu'il y a de la formation, mais il n'y en a sans doute pas assez par rapport à nos besoins. On a dit qu'il y a du capital, bon, il n'y en a pas assez par rapport à tous les besoins de financement. On n'a pas le temps parce que les jeunes sont déjà là, ils sont en train de chercher du travail. Donc, nos ressources sont limitées. Il est très important de les optimiser. Pour ça, quand l'État veut faire quelque chose et que les entreprises peuvent y contribuer, je trouve qu'il n'y a pas un dialogue qui permet d'avoir des actions coordonnées.
Par exemple, quand vous m'avez posé tout à l'heure la question de « donnez-nous quelques chiffres », je vous assure, si on donne des chiffres financiers, c'est très cadré. On a des commissaires aux comptes, on sait très bien comment faire ça et c'est très fiable. Pour tout ce qui est des chiffres d'impact, et Dieu sait que c'est important l'impact, il y a plein de choses dont on a parlé aujourd'hui qui sont des indicateurs du PSE, le type d'emploi, la valeur ajoutée créée, comment dire, le fait de partager ou pas la valeur dans une chaîne de valeur, donc l'inclusion finalement dans la croissance créée. Est-ce que la croissance qu'on crée, elle est concentrée sur quelques personnes ou est-ce qu'elle est très largement diffusée? Partagée, oui. Ça c'est des indicateurs du PSE. Il faudrait, je pense, on gagnerait à avoir des grilles très, très rigoureuses dans les entreprises qui permettent d'évaluer ces externalités-là. Et ça permettrait d'avoir des entreprises qui sont vraiment des interlocuteurs fiables quand on va parler à l'État, qui vont pouvoir dire, nous, vous voulez créer 1 million d'emplois. Bon, ben, nous, on pense qu'on peut amener tant. Mais sérieusement, on ne dit pas ça juste pour avoir des terres ou une exonération. Non, non, on dit ça et on s'engage. Et on peut le suivre selon une méthodologie connue. Donc, aujourd'hui, il y a des choses comme B Corp. Il y a des grilles qui permettent de mesurer les externalités des entreprises, de les classer. Bon. Je pense que si on avait ça et qu'on avait un code des investissements qui tienne compte de l'entreprise à mission ou de l'entreprise d'utilité publique, des choses comme ça, on pourrait mieux utiliser le moteur de l'entreprise pour le développement de notre pays. On se rapproche de la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise. Oui, c'est ça. Il y a des indicateurs, il y a des labels très précis internationaux qui existent. Donc, c'est peut-être une voie aussi à formuler. Est-ce que vous avez un message particulier à passer à Monsieur le Président de la République? C'est le moment, n'est-ce pas, Monsieur Diop? Profitez-en. Alors, bon, écoutez, puisque vous dites ça, moi, je pense qu'en effet, les chaînes de valeur, en ce qui concerne la chaîne de valeur laitière, nous, on a eu la chance d'être à l'origine d'un changement, disons, dans la réglementation. On a éliminé, on a permis en groupe d'éliminer la TVA sur le lait local, le lait au Sénégal. On peut le vendre aujourd'hui sans qu'il soit soumis à de la TVA. Bon, c'est parfaitement légal et ça permet d'améliorer fortement la compétitivité du lait local. Ça, c'était très fort. Je pense qu'on peut creuser ça, ce genre de modèle-là. Je pense qu'encore une fois, c'est un exemple du dialogue public-privé. Je pense que, disons, ce que je dirais peut-être, Guy, si je peux me permettre, c'est que justement, je pense qu'il faut faire passer des messages, mais il faut bien les préparer. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de polémique, en fait. J'essaye de… Oui, mais je dis ça pour peut-être les gens qui écoutent et qui sont jeunes. Tout ne se passe pas à la radio ou à la télé. Mais quand on est convaincu qu'on a un message clair, de toute façon, il faut être persévérant, ça va être entendu. Je vais aller voir le maire de Sandiara là, pour parler des 2000 vaches laitières et tout ça. On a fait du bien aujourd'hui. En fait, on a déjà été. Absolument. C'est du lien. Madame le professeur, quelle est votre vision, quelle est votre attente aussi pour que votre œuvre, le PSEJ, se déploie de façon encore plus significative? Je sais que vous y travaillez. Bon, évidemment, le PSEJ est un programme pilote, mais qui a engagé des résultats très significatifs. Et une de mes attentes est qu'un tel écosystème se déploie dans les universités et au-delà, au niveau national, parce que ma vision, c'est de faire de l'entrepreneuriat un moteur de développement social et économique, une voie également de professionnalisation à part entière pour les jeunes, aux côtés du fonctionnariat et du salariat. Voilà un peu ce que je souhaite et j'espère qu'on y arrivera. L'objectif, c'est aussi de rendre le pays plus attractif dans toutes ses dimensions pour que vos entrepreneurs, vos lauréats, comme vous les appelez au PSEJ, demeurent au pays et aient envie de rester au pays pour faire ce qu'on appelle du développement endogène. Tout à fait. Mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est dans une économie de projets sans lendemain ici au Sénégal. Il faut qu'on puisse transformer cette économie de projet sans lendemain en une économie entrepreneuriale. Il n'y a pas de recette miracle, mais il faut une intelligence collective pour y arriver. Nous souhaitons pouvoir être un catalyseur à côté de bien d'autres acteurs dont certains sont autour de la table aujourd'hui.
Merci à tous les quatre. Notre timing est bientôt passé. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de faire avec vous un dernier tour de table parce que vous êtes vraiment passionnant. Je rappelle aussi que ce n'est que le premier épisode d'une série de 6 e-rencontres qui vont se déployer tout au long de l'année. Votre mot de la fin ou votre mot d'espoir à chacun d'entre vous, quel serait-il? Je vous redonne la parole en premier, Boubacar Samb. Vous remercier donc à vous et au professeur Diallo. Et donc, le mot de la fin, je vais peut-être rebondir sur ce que M. Bakili disait tout à l'heure sur le dialogue public-privé. Et depuis quelque temps, je dois dire plus d'une vingtaine d'années, nous n'avons pas un ministère dédié pour rapprocher en tout cas le secteur privé et le secteur public. Et je pense qu'il y a un décalage sur les projets, malgré en tout cas les rencontres qu'il y a. Ça permettrait de poser les problèmes au quotidien et de pouvoir les... On a parlé de la maison de l'entreprise au niveau de la chambre de commerce et qu'il faudra recréer. Et ça pourra être un espace de dialogue pour pouvoir donc développer ces choses-là. Maintenant, pour en revenir aux jeunes, nous avons parlé quand même de pas mal d'opportunités. On ne se réalise pas tout de suite. Et d'ailleurs, les plus grands entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui ont fait faillite 2 ou 3 fois avant de revenir pour se dire maintenant qu'ils sont sur la bonne voie. Maintenant, on peut acquérir une certaine expérience donc en étant aujourd'hui en mentorat ou en étant en apprentissage au sein d'une entreprise et de ne pas être pressé. Parce que quand j'ai parlé du bénévolat, c'est une manière aujourd'hui de se développer en termes d'expérience, de capital et autres. Et c'est un passage qui me semble nécessaire pour les jeunes et de se dire il y a une projection, il y a l'avenir. Il faut bien aujourd'hui donc sceller donc la base avant de pouvoir se projeter. Ça, c'est le message aux jeunes. Merci, monsieur Samb. Professeur Diallo, que dites-vous? Votre espoir, finalement, quel est-il, indépendamment de toute la technique dont on a parlé aujourd'hui? Bon, moi, mon message, ce sera à l'endroit du gouvernement et puis des différents acteurs de l'écosystème. Il faudra absolument qu'on puisse faire des propositions concrètes pour régler définitivement le problème du capital, pour être dans un écosystème qui pourra nous permettre de faire de l'entrepreneuriat une vraie locomotive. Magoré Batili, je vois que vous opinez du chef. Est-ce que vous avez envie de copier le professeur pour dire la même chose? Ah oui, puis ce qu'a dit M. Samb, bon, ça, on partage complètement. Professeur, l'histoire de la laiterie du berger, c'est ça, des jeunes qui ont rencontré, qui avaient des bonnes idées, mais qui ont rencontré un fonds de capital risque qui leur a apporté les fonds propres pour se constituer. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce fonds de capital risque, il n'y aurait pas eu de laiterie du berger. On manque de capital au Sénégal, encore plus qu'on manque de dette. Voilà. Donc ça, c'est clair, je suis complètement d'accord. Voilà, je pense aussi, je dirais peut-être mon mot à moi, ce serait de compter sur les champions. Alors, je dis ça en tant que patron de la laiterie du berger, qui est un champion à Richard Toll, mais il y a d'autres initiatives. Il y a des acteurs incontournables qui ont montré qu'ils pouvaient entraîner beaucoup d'autres dans leur sillage. Par exemple, à Sandiara. Par exemple, mais je veux dire, il y a des champions sur lesquels on devrait pouvoir encore plus s'appuyer et encore une fois, sans doute être audacieux dans ce qu'on leur demande. On peut leur dire, si la laiterie du berger passe de 7 milliards à 70 milliards, ça c'est très bien pour une dizaine d'actionnaires. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire en faisant ça? Comment elle peut transformer Richard Toll? Comment elle peut structurer l'élevage, etc. Comment elle peut faire avancer la réflexion sur l'économie de la filière laitière au Sénégal? Des lois qui permettront à d'autres entreprises, des concurrents, mais d'utiliser le lait de collecte, parce qu'il faudra d'autres entreprises pour collecter tout le lait du Sénégal. Voilà. Donc, ce serait ça, à s'appuyer, être audacieux là aussi, oser s'appuyer sur des entreprises différentes, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut dans notre contexte, on est obligé de prendre ces risques-là.
Merci pour votre témoignage. Docteur Serine Gaye-Diop, je vais évidemment vous laisser terminer ce tour de table en m'appuyant peut-être sur l'une des dernières questions ou remarques faites par un de nos auditeurs, donc Massar Gaye pour le citer, qui est parfaitement d'accord. Tout est à faire ici au Sénégal et pour toutes les bourses, il suffit de vouloir, mais il faut un cadre organisé par les pouvoirs publics. C'est tout à fait vrai. Moi, ma conviction, c'est que les pouvoirs publics doivent être à la base du développement de l'entrepreneuriat. Et si nous voulons nous assurer que les jeunes puissent se dire, moi, je ne veux pas être salarié, je veux être propriétaire de mon entreprise, je veux avoir un impact, pas seulement pour moi-même, hein, mais je veux contribuer au développement du pays, je veux créer de la valeur ajoutée, alors il faut que l'État les accompagne. En Suisse, il y a la société qui regroupe l'ensemble des PME, s'appelle Suisse Économie. C'est 100 000 entreprises. Je vais vous dire que l'État ne fait rien sans les consulter, parce que c'est le cœur même de l'économie. Je pense qu'il faut au Sénégal, comme vous l'avez dit, nos ministères de l'Industrie, de l'Économie, effectivement, s'approchent effectivement dans un dialogue entre le patronat et eux, entre la jeunesse et eux, pour voir quels sont en réalité les facteurs limitants aujourd'hui pour que l'entreprise puisse se développer. En ce qui me concerne, je vais continuer à me battre. Je vais continuer à me battre parce que mon expérience m'a montré que seul le secteur privé peut développer les communes, l'intérieur du pays. Seuls les instruments privés, qu'ils soient des entreprises générées par des femmes, par des jeunes, par des personnes, en tout cas, qu'elles soient étrangères ou nationales, c'est ça qui permet en fait de créer des revenus, de créer des salaires, d'avoir des taxes également pour les collectivités locales et de faire en sorte que le Sénégal de demain n'importe plus de la technologie simple. Le Sénégal de demain n'importe plus du riz, du lait, de la viande. Ce n'est pas normal. Donc, ma conviction, c'est qu'on devrait prendre les 100 produits importés dans le domaine alimentaire ou dans le domaine technique, mettre beaucoup d'argent pour des jeunes, des entrepreneurs, et leur dire, écoutez, maintenant, faisons de l'import substitution. Produisons ce lait-là, produisons ces machines, ces véhicules, ces camions, à partir de notre propre pays et on va mettre dans les meilleures conditions, donner des terrains, donner des financements, donner des assurances, des garanties et pousser les entreprises. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il nous faut créer des championnats nationaux, des champions nationaux. Bagoré est un champion national. Sedima était également un champion national. Monsieur Samb, sous ces gens, l'État doit juste prendre un capital, un type de capital risque qu'on doit tout simplement mettre à leur disposition sous forme de prêt à long terme. Et c'est ça, à mon avis, les idées dont je discute souvent avec le chef de l'État pour faire en sorte que le Sénégal soit maintenant une terre d'entreprise. Parce que le Sénégalais, il faut reconnaître qu'il est entrepreneur dans l'âme. Il suffit de les voir à Londres, à Paris, un peu partout, en Italie. Ils sont entrepreneurs. Donc ici, on crée les conditions, ou alors on va y réussir. Et je crois que le PS Jeune doit aller encore vraiment dans la bonne direction. On soutient beaucoup le professeur Sall, on l'encourage et je suis à votre disposition en tout cas pour continuer, moi, en ce qui me concerne, créer des conditions pour accueillir 50 entreprises dans la zone économique de Sandiara, accueillir au moins une soixantaine d'entreprises dans la zone agropole de Sandiara et dans les lycées techniques également. D'ailleurs, dans la zone économique, j'ai fait mettre un article dans le décret qui dit que chaque entreprise installée dans la zone doit embaucher 10 jeunes qui viennent du lycée technique industriel. Donc, vous voyez un peu ce que j'essaie de faire. Donc, en tout cas, j'étais ravi de participer à ce grand débat. Je voulais vous féliciter aussi, Guy, pour la qualité de la médiation. Et je salue tout le monde, encourage Bakili, M. Samb et surtout Madame le professeur. Merci à tous. Merci à vous. Merci infiniment pour vos contributions claires et passionnantes à tous les quatre. C'était vraiment très bon de vous avoir avec nous. Je crois que chacun de chez lui peut vous applaudir. Je m'y associe volontiers. Vous le méritez, évidemment. Ce sont de vrais applaudissements sincères. Alors,
sur les excellentes bases de réflexion que nous avons fondées ensemble. Et juste avant un tout dernier propos rapide, j'aimerais simplement dire aussi un grand merci et bravo à l'équipe d'organisation qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous concocter un programme de choix, pour nous permettre aussi de nous connecter, de permettre le live sur Facebook. Merci à l'équipe du PSEJ pour la qualité de cet événement. Professeur Aminata Sall Diallo, comme promis, je vous donne la parole pour le mot de la fin. C'est légitime. J'espère que nous avons tous été à la hauteur de vos espérances. Je crois sincèrement qu'on peut féliciter nos experts, vos experts, ils étaient au top. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, avec ça, on n'a pas senti le temps passer. Nos panélistes ont été captivants, avec une grande capacité à raconter leur histoire. Ils ont été généreux, ils ont été patients, de grands débatteurs. Un grand merci à eux. Le public a été nombreux à nous suivre. S'ils ont été passionnés, nous leur proposons de prolonger le débat et de recueillir leurs contributions tout au long du mois de septembre en leur donnant rendez-vous pour le second épisode des e-rencontres du PSEJ au mois d'octobre. Guy, je vous rends la parole. Merci infiniment, chère Madame Diallo. Merci aussi à vous toutes et tous pour votre participation donc, à cette première rencontre du PSEJ. Comme l'a indiqué le professeur Diallo, on se retrouve au mois d'octobre 2020 pour un nouvel épisode. Vous serez tous invités. Parlez-en aussi autour de vous. N'hésitons pas à faire parler d'entrepreneuriat. Nous avons entendu combien c'est un oxygène absolument formidable pour l'économie et la jeunesse, notamment du Sénégal. Alors d'ici à notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous, évidemment. Entreprenez aussi et surtout, soyez toutes et tous heureux. À très bientôt. À bientôt. Bravo.